Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette rencontre du Club de la presse de Bretagne. Des intervenants, des participants, des échanges au programme de ce nouveau rendez-vous autour du thème des nouveaux canaux de l'info et plus spécifiquement autour de Twitch. Difficile de passer à côté de cette petite lucarne du web violette, popularisé il y a quelques semaines par Samuel Etienne, qui a reçu dans son émission Twitch ni plus ni moins que François Hollande, puis ensuite Jean Castex. Twitch, groupe Amazon, c'est un service de streaming qui tend aujourd'hui de plus en plus vers le broadcast, qui diffuse donc du direct, du e-sport principalement, du gaming avec des commentaires. Et ça ressemble à peu près à ça. Putain, faut que j'en achète une d'ailleurs, moi, ça. On se rend pas compte à quel point c'est pratique. Attends que. Mais là, le micro-ondes, je le mets dessus. Attends, je te mets le micro-ondes dessus. En vrai, la baraque est toute équipée. Hein. Je mets un petit meuble TV, vous avez raison. Et je pense qu'on est bon, non? Alors, je pense qu'on est bon. Hein. Voilà, des petits problèmes d'intendance pour ce garçon et ses problèmes de cuisine et de micro-ondes. Vous allez bien sûr pouvoir poser vos questions, non pas à Domingo là, qui joue, il est trop occupé, mais à d'autres intervenants que nous avons invités à nous rejoindre et qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions. Il y aura parmi nos intervenants Paul Boeck, qui est journaliste sport à la rédaction du Télégramme et animateur d'une émission Revue de presse sur Twitch. Paul, si tu peux apparaître. Ouais, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Bonjour Paul. Bonjour. Quelques mots sur rapidement ton expérience. Tu vas nous parler dans quelques instants de ton expérience Twitch, mais en tant que là, tu interviens en tant que journaliste et présentateur de cette revue de presse, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait 6 semaines qu'on s'est lancé avec une émission hebdomadaire au Télégramme, en fait, au cœur des locaux du siège, où le format, on est en train de se chercher évidemment un petit peu, mais on parle en gros d'actualité. Et puis à chaque fois, on essaye aussi d'inviter ceux qui nous regardent un petit peu au cœur de la rédaction, donc avec des collègues qui viennent parler des coulisses un petit peu du métier, de comment ça se passe au sein du siège, etc. Et puis des invités extérieurs, généralement, avec lesquels on discute de thèmes et d'autres. Très bien, merci Paul. À tout de suite. Également avec nous, Édouard Rescorana, rédacteur en chef et en charge du numérique à Ouest France. Bonjour Édouard. Bonsoir à tout le monde. Je suis rédacteur en chef numérique. J'ai en charge les différents supports numériques, sites, applications, réseaux sociaux, podcasts, etc., etc. La liste est longue, mais effectivement, je suis en charge notamment de la Social Room qui est composée de journalistes et de community managers, dont le métier d'instruire les différentes plateformes sociales et Twitch s'est rajouté à leur feuille de route il y a quelques semaines, au même titre que d'autres. Donc voilà, on est dans une phase de découverte et d'exploration à ce stade. D'accord. Bien sûr. Avec nous, il est directeur de la communication et du marketing du Stade Rennais. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Merci aussi d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. À noter que hier, il y avait un rendez-vous qui est proposé. C'était un e-sport. C'était un des deuxièmes rendez-vous importants que tu organisais pour le Stade Rennais sur Twitch. Oui, tout à fait, avec un joueur professionnel de FIFA qui est engagé pour le Stade Rennais depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle Akiro. Et donc, on a réuni notre petite communauté, parce qu'on est aussi novice sur cette plateforme-là, autour d'une rencontre entre deux supporters du Stade Rennais et Akiro pour un commentaire de match. Donc, c'est un commentaire de match virtuel, hein, ce n'est pas un match réel. Non, voilà, c'est un match de FIFA. Voilà, donc streamé. Stade Rennais, Strasbourg. Je crois, j'ai même pas fait attention. Pour être très honnête, c'est deux joueurs, en tout cas 2 fans du Stade Rennais qui se sont affrontés. Ouais. D'accord, ok. Également avec nous, comme je l'indiquais, il y a des amateurs de Twitch, et puis ceux qui ne sont pas encore peut-être des
des personnes qui ont vraiment découvert encore Twitch, c'est Jean-Baptiste Vervy de Co-Farming. Il est accompagné de Thierry Baillet, agriculteur et youtubeur. Ouais, moi je suis présent, Jean-Baptiste, je ne l'ai pas vu en tout cas arriver, donc je ne sais pas D'accord. s'il sera là. Bon, donc toi tu es agriculteur, Thierry, Oui, et youtubeur, oui. et tu es présent donc sur les réseaux via cette chaîne YouTube que tu as montée, que tu as créée, c'est ça? Oui, ça fait 7 ans que j'ai démarré une chaîne YouTube qui s'appelle Agriculteur d'aujourd'hui, dans l'objectif d'essayer d'expliquer le métier de l'agriculteur parce que voilà, j'en avais le désir de montrer la réalité de notre action au quotidien. Voilà, donc ça s'est développé tout doucement. Donc maintenant 85 000 abonnés sur la chaîne à peu près. 860 vidéos, je crois, au total. Donc un régime assez intensif avec au moins une vidéo par semaine, voire Quelques animaux? plus. Pardon? Et quelques animaux? J'ai une activité de centre équestre, mais pas d'élevage particulière, quoi. Donc voilà, c'est plutôt culture. C'est vrai que ça reste. Enfin, pour moi, c'est plutôt culture, mais c'est vrai je fais partie d'un groupe de youtubeurs, si on veut, maintenant en agriculture, qui est assez présent. On est une quinzaine, une vingtaine à avoir plus de 30 à 40 000 abonnés quand même, quoi. Donc c'est pas négligeable. La communauté agricole est quand même assez présente. On a la chance aussi d'avoir un métier très visuel, d'extérieur, et très animé et très diversifié. Donc je pense que ça aide à communiquer aussi justement sur ce qu'on fait, quoi. Alors, sans rentrer dans le détail, tu n'es pas encore sur Twitch, mais tu connais Twitch. Oui, je connais Twitch, bien entendu, parce qu'on en parle forcément beaucoup et on côtoie pas mal de jeunes dans notre activité. Alors, je me suis déjà posé la question, mais le problème, c'est toujours diversifié, c'est compliqué. Par contre, je me suis amusé à aller sur TikTok depuis une semaine, quoi, pour voir ce que ça donnait, et pour voir un peu le format. Et je trouve ça intéressant aussi et un accès différent sur un autre mode de communication. Mais bon, ce n'est pas le sujet. D'accord. OK. Juste quelques éléments pour être le plus clair possible aussi par rapport à ce que représente aujourd'hui Twitch en France. Parmi les chiffres que nous donne la plateforme donc, du groupe Amazon, ce sont 7,5 millions d'utilisateurs uniques mensuels. En comparaison, Facebook, c'est 31 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Instagram, c'est autour de 17 millions d'utilisateurs uniques. Et c'est à peu près la même chose pour LinkedIn et Snapchat. Et TikTok, en revanche, aurait a priori un peu moins de 5 millions, donc c'est peut mieux faire, hein, TikTok, par rapport à Twitch. Par contre, le public est également, comme pour Twitch, à peu près identique. C'est un public assez jeune. Par contre, un public plus féminin du côté de TikTok. Alors, est-ce que c'est le gaming qui fait qu'on peut l'imaginer en tout cas, c'est plutôt les garçons qui vont sur Twitch et les filles qui sont plutôt tournées TikTok. Alors, est-ce que les choses vont évoluer? Ça, on le verra. Et puis, également très important pour, on va dire, le service qui s'occupe de la publicité, et ça n'est pas négligeable, c'est le taux d'engagement. Et là, on voit que Twitch a pris le dessus par rapport à YouTube. Donc, c'est un élément d'information intéressant pour également Thierry, qui est encore youtubeur, et qui va essayer peut-être un jour d'amener toute sa communauté vers… Je lui souhaite beaucoup de courage. Là, c'est un vrai questionnement à avoir. Est-ce qu'on est capable de pouvoir amener sa communauté Twitch vers YouTube? Je ne sais pas. On posera la question à nos spécialistes dans quelques instants. Et donc, 20 minutes d'engagement, en tout cas 1 minute de plus que YouTube pour Twitch. Voilà pour quelques éléments de chiffres qui permettaient comme ça de poser rapidement le panorama. On revient maintenant avec nos différents intervenants. Je vais commencer par Édouard. Édouard, donc Ouest France et Twitch, on va dire c'est un début d'histoire d'amour, hein,
C'est comme… Ouais, on est vraiment au préliminaire, mais vraiment, et tout petit préliminaire. Hein. On n'est pas encore au mariage. Hein. Non, 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 mais Non. bon, on le fêtera peut-être bientôt. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, ça a débuté il y a maintenant quelques semaines. Et puis, vous l'avez fait quand même en grande pompe parce que j'ai des images rapidos pour montrer à quoi ça ressemblait. Je crois que c'était ça. Hein. Et clairement, les amateurs et les apprentis ont aussi et souvent des idées parce qu'ils ont peut-être moins peur du danger que nous. Donc, en gros, vous avez fait un Top Chef, enfin en tout cas, plus exactement, vous avez invité des gagnants de Top Chef, comme David Gallienne, et puis vous avez essayé de refaire un peu le match, et puis vous avez invité la communauté à s'exprimer sur Top Chef, quoi. En fait, Top Chef, c'est pourquoi Top Chef? Parce que ça correspond à une actualité, alors une actualité de divertissement, puisque c'est effectivement une émission de télé de cuisine, mais c'est une émission de télé de cuisine qui est dans le moment, puisqu'il y a la saison qui bat son plein, et effectivement, avoir le gagnant de l'année précédente, c'était un moyen pour nous de raccrocher à l'actualité par un moyen, finalement, d'avoir un invité qui parle des coulisses de cette émission, etc., etc. Donc, effectivement, on est sur quelque chose de plutôt léger, plutôt divertissant, mais qui est quand même lié à une actualité, que ce soit la semaine ou les 15 jours avant, c'était sur l'émission Koh-Lanta, dont c'était la première émission le soir même. On avait là encore la gagnante de l'année d'avant. Donc voilà, on essaie de coller à une forme d'actualité, mais pas seulement. Mais pour reprendre un peu… En l'occurrence Non, des émissions de télé populaires, grand public, qui peuvent intéresser la cible Twitch 18-30 ans. Voilà, c'est des émissions qui ont du public et puis surtout qui nous intéressaient parce qu'on voulait installer de l'interactivité. Et c'est le principe un peu de Twitch, c'est d'avoir des gens qui vous posent des questions et c'est plus facile de poser des questions à David Gallienne qu'aux 3 journalistes qui l'accompagnent parce qu'il y a aussi un côté notoriété qui aide pour installer la discussion. Alors après, ça peut installer la discussion de manière vertueuse et très amicale, comme ça peut, si vous amenez quelqu'un de très clivant, installer une discussion qui peut être difficile à modérer. Donc là, avec le gagnant de Top Chef ou le gagnant de Koh-Lanta, on ne prend pas un énorme risque. Hein. Donc on est aussi dans cet apprentissage-là des communautés, des publics et de l'interaction. Et on essaye finalement aujourd'hui d'être le plus raccord possible avec ce qu'est la plateforme, avec ses modes de fonctionnement et son public, et de ne pas vouloir arriver avec des gros sabots de médias qui va dire nous, on va vous apprendre la vie, bande de petits jeunes, et on va vous expliquer ce qu'est l'actualité, etc., etc. Parce que aujourd'hui, ils n'ont pas attendu ni Ouest France, ni France Télé, ni BFM pour être sur Twitch. Donc en fait, c'est une maison qui est occupée. C'est plutôt à nous de faire en sorte d'être plutôt respectueux de l'endroit où on arrive que l'inverse. Donc, on y va à pas feutrer. En gros, pas comme BFM, quoi. Bah, BFM l'a plutôt bien fait la deuxième fois. La première, elle était très risquée parce que la première, ils sont partis sur de l'interaction, sur une actualité très chaude, bouillante, qui était le Covid, avec une journaliste qui s'est retrouvée face à un flot de questions et elle s'est retrouvée face à une campagne organisée pour déstructurer le live et faire en sorte qu'il soit bien trollé. Donc, ça a été compliqué à gérer, mais ça leur a servi aussi de leçon pour la fois suivante. Et depuis, leurs programmes sont plutôt bien construits. Et d'ailleurs, ils ont aujourd'hui 90 000 personnes qui suivent déjà la chaîne BFM. Donc l'arrivée a été un peu bousculée, mais elle est plutôt réussie à l'échelle de ce qu'est Twitch. Et Twitch, vous l'avez dit en introduction, il ne faut pas oublier, c'est une plateforme de gamers, c'est une plateforme où on parle jeux vidéo, on parle d'un environnement qui est propre à Twitch. Et l'information, elle est arrivée effectivement par Samuel Etienne un peu sous forme de revue de presse et aujourd'hui de rencontres avec ou des artistes ou des politiques, mais ce n'était pas, et c'est toujours pas le but originel de cette plateforme. Donc voilà, donc les médias,
c'est logique, on est en recherche toujours de points de contact avec des publics. Et que le point de contact Twitch avec le public, c'est effectivement plutôt masculin, 18-30 ans, mais c'est aussi des publics qui ne sont pas faciles à toucher pour des médias traditionnels. Donc, si on peut avoir un point de rencontre grâce à ce réseau social-là, après, c'est savoir ce qu'on veut y faire. Et nous, on sait ce qu'on veut y faire. On ne veut pas y faire une présence pour le plaisir et pour correspondre à un effet un peu moutonnier de se dire tout le monde va sur Twitch, on y va aussi. Non, c'est plutôt de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir à raconter? Est-ce qu'on a de quoi raconter? Et si on a des choses à raconter et qu'on trouve comment dire, de l'interaction et de la discussion avec des publics qui sont difficiles à toucher, bah, c'est pas inintéressant et c'est pas du temps de perdu. C'est pour ça qu'on y est allé en plusieurs étapes. On est d'abord allé dans un mode test sur une semaine. On a fait 3 émissions début février, où on a voulu voir si les 3 émissions, bah, il y avait déjà, comment dire, une sorte de bienveillance et qu'on ne se retrouve pas ce qu'a connu BFM avec un tir nourri de commentaires qui nous rejettent, et voir aussi s'il y avait un intérêt pour ce qu'on avait à raconter sur la plateforme et si les gens y trouvaient de l'intérêt. Ça s'est plutôt très très bien passé. Et c'est pour ça qu'on a décidé derrière de lancer une émission, alors qu'il y a un très long live qui dure 3 heures de suite, mais plutôt tous les 15 jours parce qu'on n'a pas envie d'en faire plus à ce stade. On estime que ça suffit et une fois tous les 15 jours, et on préfère faire bien les choses tous les 15 jours que d'être dans un rendez-vous quotidien et tout. Moi, je suis admiratif de Samuel Etienne. Je ne sais pas quand est-ce qu'il vit, cet homme-là. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, il nous demandait de faire une pause à Pâques pour. Je lui souhaite, parce que sinon, on va le retrouver en HP. Bon, en tout cas, on lui souhaite, s'il nous suit, un bon moment. Et ça marche très très bien. Il a montré qu'avec avec un discours qui était adapté à la plateforme, parce que c'est ça la force de Samuel Etienne, c'est la façon dont il parle à la communauté. Et les gens sont prêts à parler de tout et d'informations notamment. Alors, on va poser exactement la même question à Paul. Paul, toi, tu es donc journaliste donc à la rédaction sport du Télégramme, un exemple d'une revue de presse. Aujourd'hui, la personne entre Pamar, entre l'île Berdère, dans le Morbihan. Donc là, en fait, tu peux peut-être nous décrire, Paul, on est au sein de la rédaction, c'est ça, du Télégramme, comme tu l'évoquais? Ouais, c'est exactement ça. On a un petit studio, en fait, on est en plein cœur du siège. Là, juste à droite, il y a le pôle web, juste derrière, il y a le bureau des rédacteurs en chef. Donc l'idée, c'est vraiment d'installer ce studio un petit peu au cœur de la rédaction, ce qui permet d'avoir, je pense, une certaine proximité, et puis de montrer un petit peu quand ça bouge quand même, quand il y a du monde derrière, etc. Montrer que c'est pas juste factice et qu'on n'est pas chacun chez soi, mais qu'on est vraiment au cœur de la rédaction pour installer un petit peu cette proximité-là. Donc là, à l'écran, c'est l'un de mes collègues qui est venu un petit peu discuter de son travail. Lui travaille au web, François. Et juste avant, c'était Vincent qui est rédacteur en chef. On essaye en fait chaque semaine qu'un des rédacteurs en chef prenne en sortie de réunion du soir quelques minutes pour venir discuter avec le chat et parler un petit peu des sujets chauds du jour, du lendemain et de ce qui doit venir sur le Telegram. Alors, c'est une habitude sur Twitch. On voit sur le côté droit de son écran toute une série de contenus qui correspondent au chat. Donc, les questions, les commentaires, les réflexions. Oui, c'est exactement ça en fait. La plateforme, c'est ça. Donc, par rapport à ce qu'on voit sur l'écran, donc il y a cette zone principale où en fait il y a le direct. À droite, il y a le chat où les gens peuvent interagir. Et puis à gauche, c'est les chaînes recommandées. Ça, c'est l'interface classique des personnes qui arrivent sur Twitch. Ouais. Et toi, tu passes ton temps à regarder ce qui se passe donc sur le côté droit pour essayer de suivre en même temps les questionnements de ton public, en fait. C'est une gymnastique à trouver entre à la fois la présentation, le déroulé de l'émission qu'on va amener, et puis comme on vient de le voir, effectivement, je jette des petits coups d'œil réguliers sur le chat parce que l'idée, c'est de réussir à mettre un petit peu tout ça en musique, de pas trop regarder le chat parce que y a une émission qui doit se dérouler, on a des contenus à proposer, on a envie de parler de certaines choses. En même temps, il faut quand même continuer
de proposer ces contenus-là, tout en ayant cette agilité avec le chat, parce que sinon, on ne serait pas sur Twitch. L'intérêt, c'est vraiment cette proximité, et puis ces échanges-là, c'est le gros attrait de la plateforme, en tout cas. Ouais. Et tu arrives à répondre à l'ensemble des questions qui sont posées, ou est-ce que tu le fais un peu plus tard? Quelle est un peu ta façon de procéder? Ouais, c'est intéressant parce que la première fois notre toute première émission, on avait eu comme invité, il s'appelle Théo Rimbaud. C'est un streamer dont le nom de scène, on va dire, est Rivenzi. C'est quelqu'un qui a une grosse communauté derrière lui. Donc, il est venu discuter avec nous. C'était donc la toute première émission qu'on avait avec lui. Ça a duré 1 heure et quart, quelque chose comme ça. Et puis à la fin, on a discuté tous les deux. Et il me dit, en fait, ce qui est important avec le chat, alors nous, c'est un peu, on n'a pas le même nombre d'abonnés que lui. Il en a 80 000, je crois, ou 100 000. Donc vous imaginez que le chat, ça défile quand lui est en live. Et en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il faut trouver cette gymnastique. Il faut répondre aux questions, mais on ne peut pas tout prendre non plus. Donc, il faut parfois avoir un petit coup d'œil, se garder la question dans la tête. Et puis, au moment où on a une petite pause, où on a un temps un peu moins fort, où on a juste envie de discuter avec le chat, ressortir ces questions-là. Mais évidemment qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Même moi, parfois, c'est compliqué de répondre à chaque message. C'est impossible. Mais l'idée, c'est aussi que les personnes qui sont là peuvent se répondre entre elles. Très bien. Et donc là, vous avez instauré un rendez-vous. C'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est ça? Revue de presse. Hebdomadaire, ouais, exactement. Ouais. Ça fait 6 semaines. Ça devait être la 6e, mardi dernier. Voilà, c'est une formule qu'on cherche un petit peu. Le format n'est pas arrêté encore. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité en fait de changer au cours de route. Au début, je me suis dit bon, peut-être que ça pourrait être sympa de faire une revue de presse de nos actualités sur la semaine. On s'est rendu compte qu'en fait, un format hebdomadaire, revenir sur des événements qui étaient il y a 6, 5, 4 jours passés, ça n'avait pas forcément un intérêt sur la plateforme. Donc, on essaye des choses. L'idée, c'est de parler de ce que nous on fait, de parler de notre métier, de parler des coulisses un petit peu du journal et de l'info, parce que je pense que c'est important aujourd'hui de mettre en avant ce qu'on fait, et on se rend bien compte encore plus à l'heure actuelle que le journalisme est un métier qui a besoin d'expliquer ce qu'il fait, en fait. Enfin, je pense que les gens ont vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, et que c'est pas juste on fait ça dans notre coin. L'idée, c'est vraiment de partager ce qu'on fait. Donc, cette plateforme-là répond vraiment à ces attentes-là. Alors, une chose importante à noter, c'est que si vous avez des questions à poser dès maintenant, vous n'hésitez pas à le faire sur le chat, comme si vous étiez sur Twitcher, hein, c'est pareil, sur Twitch, pardon. Et donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, bien entendu, les différents intervenants seront là pour y apporter des réponses. En tout cas, ils ont dit qu'ils étaient OK pour apporter des réponses. On le fera comme sur Twitch, en toute simplicité. On regardera par moment le chat. On dira « Ah mince, on a oublié une question, c'est pas grave. » Voilà. On fera les choses très, très simplement. Juste une question, Paul, et puis je vais reposer également à Edouard. En fait, on voit que il y a un style un peu Twitch. On se la joue pas, quoi. On fait les choses simplement. On est cool, voilà, on met pas trop de dramaturgie, il n'y a pas de grands génériques, ouais, on fait les choses simplement. S'il y a un bug, Samuel, on l'a vu réparer il n'y a pas très longtemps son matériel. Je ne sais pas si toi tu fais la même chose, tu répares ton micro au même moment s'il a un petit bug. Enfin bref, c'est quelque chose qui se fait en toute simplicité. On essaye de la jouer le plus transparent possible. Est-ce que c'est le bon terme? Ouais, c'est exactement ça. L'exemple de déréglage technique en plein live, c'est typiquement Twitch. La première fois, je sais qu'on a eu des soucis techniques pour se lancer. On arrive avec 5-10 minutes de retard. On se dit, bordel, c'est la catastrophe et tout. Pas du tout. Twitch, les gens sur la plateforme, c'est presque classique qu'il y ait du retard. En fait, au final, les problèmes techniques, on s'en accommode. Alors, bon, parfois, ils sont un petit peu trop importants. Donc,
c'est compliqué, mais non, c'est vraiment ça, cette transparence-là, ce lien direct. Et puis, c'est aussi ça, Twitch. Alors, encore une fois, je vais reprendre ce qu'a pu me dire Rivenzi, donc l'invité de la première fois, puisqu'il a quand même une expérience autre que la nôtre. Mais c'est vraiment des personnalités, en fait. Les gens, ils n'attendent pas forcément à ce qu'on débarque en grande pompe à faire ce que fait la télé. Sinon, ils ne seraient pas sur Twitch, tout simplement. Ils regarderaient ou la télé ou YouTube. Mais c'est vraiment des personnalités. Donc, c'est vrai qu'en tant que média, ce n'est pas vraiment facile d'arriver et d'installer quelque chose de cohérent. Et cette question de la personnalité, on le voit bien avec Samuel Etienne. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. J'en profite pour rebondir par rapport à ce que disait Edouard tout à l'heure. En fait, c'est une personne qui est entrée par la petite porte dans le monde du streaming et de Twitch parce qu'il y avait des contacts avec des streamers qui, eux, ont déjà une communauté derrière, etc. Et ce qui lui a permis, en fait, au moment où il s'est lancé, c'était presque 9 mois, 1 an après qu'il ait été présenté à la communauté de Twitch, mais sur d'autres chaînes, en fait, qui, elles, sont déjà confirmées. Ce qui lui a permis d'arriver avec une certaine notoriété sur la plateforme. Nous, en tant que média, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On n'arrive pas avec des noms connus, entre guillemets. Alors, mis à part le fait de faire venir des gens très connus avec une très forte communauté, 80-90 000, comme celui qui est arrivé dans les premiers rendez-vous que tu avais réalisés, là, aujourd'hui, vous faites combien de vues, combien de personnes vous regardent, en fait? Pour les plus gros, oui, ça, les quelques lives qu'on a pu faire, on a entre 100 et 150 personnes en direct et ça fait de l'ordre de plus de 1000 vues, ce qui est très minime, entre guillemets, mais l'idée, c'est vraiment de s'essayer, en tout cas, et de bousculer un petit peu les codes qu'on a l'habitude de faire et même de casser les mentalités aussi, parce que finalement, c'est peut-être un peu ça le principal le principal intérêt de cette plateforme pour nous, c'est de se permettre de dire on peut faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire, on a la possibilité d'aller chercher des publics différemment et même de casser un petit peu certains a priori que des collègues peuvent avoir par rapport à cette plateforme-là, par rapport à ce public-là, etc. Édouard, vous Oui. êtes à des chiffres plus importants en termes d'audience avec Gallienne comme restaurateur. Il a fait une grosse audience. Ouais, alors effectivement, en 2 lives, on a dû toucher 140 000 personnes uniques, donc 140 900. On a eu une moyenne de nos lives, où on avait à peu près en moyenne 1860 personnes qui suivaient les lives avec des pics autour de 4000. Mais j'allais dire, il n'y a pas eu que Gallienne, parce que chaque fois, Gallienne, c'était une des heures, des 3 heures de direct. Et ce qui nous a intéressé, c'est que le taux de complétion était très bon, c'est-à-dire que les gens restaient très longtemps sur les 3 lives et pas simplement sur celui de Top Chef. Et à la limite, celui de Top Chef, il a eu en interaction, en question, presque autant que celui sur les jeux vidéo qu'on a fait 1 heure plus tard, parce que voilà, on était encore sur quelque chose qui était encore plus pertinent pour la cible. Mais encore une fois, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des règles sur Twitch? Moi, je pense qu'au contraire, il n'y a pas de règle, il y a un ton. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, mais à condition de le faire dans la façon de faire de Twitch. Et effectivement, ce n'est pas de la télévision, même si c'est du live, même si c'est de l'image. Donc, effectivement, ça tolère la panne, ça tolère le retard, ça tolère des fois des phrases du style j'ai perdu ma merde, je sais pas où j'ai mis mes clés, je l'ai dit pendant un live, mais c'est pas grave, il n'y a pas de montage derrière, vous êtes dans du conversationnel. Et ce conversationnel-là, il est intéressant parce qu'il installe une proximité avec l'auditoire. Et du coup, ça permet de parler avec des journalistes, le tutoiement est de rigueur, ça permet de parler avec des gens plus ou moins connus, avec des influenceurs plus ou moins connus, mais que tout le monde finalement est à un même niveau d'égalité et qu'il n'y a pas finalement de
distance. C'est ça qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'elle installe de la proximité. Et du coup, après, c'est ce que chaque média ou chaque gamer veut en faire. C'est-à-dire, il y a effectivement des gens qui sont en train de jouer aux Sims dessus et qui se filment, et ils ont 3, 4 000, 5 000, 10 000 personnes qui les regardent jouer aux Sims. Donc, voilà. Donc, c'est une passion. Il y en a d'autres qui parlent de tout. Et on peut y parler de choses plus légères, comme on peut parler de choses plus graves. Mais encore une fois, avec les codes et les usages de la plateforme, c'est-à-dire c'est pas un présentateur télé avec une cravate et un prompteur et derrière des images qui défilent, ça s'appelle la télévision et c'est un média tout à fait respectable, mais c'est pas Twitch. C'est pour ça que l'arrivée TF1 est arrivé sur Twitch cette semaine, ils sont arrivés de manière très intelligente, très intelligente, avec un programme très adapté, avec un ton intéressant sur du débunkage de fake news et c'est plutôt pas mal fait. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas du tout appelés TF1. Non, ils ne s'appellent pas TF1. Voilà. Et donc, une question qui est posée, pourquoi choisir Twitch plutôt que Facebook Live ou YouTube? C'est vrai qu'on peut retrouver là aussi la possibilité d'échanger, d'avoir de la conversation. Pourquoi parce que c'est vraiment dans l'air du temps et qu'il faut tester ce nouveau canal. C'est ça qui aussi est intéressant. Il y a un petit aussi. Enfin, chez OS France, on n'a pas choisi en fait. On n'a pas choisi, on a rajouté. C'est un canal de plus. Donc, est-ce que le canal de l'interaction aujourd'hui, c'est Facebook? Quand on voit le niveau des commentaires, on peut s'interroger. Il y a quand même beaucoup de plus en plus de violence, de commentaires un peu déplacés. Et puis surtout, la cible, c'est-à-dire qu'on disait en introduction, Twitch, c'est 18-30 ans. Facebook, aujourd'hui, c'est plus 40-50 ans, hein, la plupart du temps. Donc, on n'est pas sur la même cible. Alors, autre question que j'ai posée également à Paul. Je suis admirative, dit Gonins. Comment conciliez-vous ce travail sur Twitch avec la réalisation de vos prints respectifs? Je demande parce que j'exerce dans un hebdo local où nous sommes une petite équipe. Pour nous, au Telegram, alors j'ai eu, moi, alors donc, je travaille au sport, la rédaction des sports, j'ai eu mes mardis libérés en fait. J'ai un jour par semaine donc, pour préparer cette émission. Après, honnêtement, c'est vrai que c'est pas mal de travail en amont et puis même les autres jours que le mardi, ne serait-ce que pour tout ce qui est de caler les invités, etc. J'ai la chance d'avoir le responsable de la vidéo qui est avec moi tous les mardis pour gérer la technique. Donc, c'est du temps qu'on a libéré en fait tout simplement pour ça. Alors, vu qu'on est en test, on peut pas se permettre aujourd'hui. C'est pas comment dire, on n'a pas recruté, on n'a pas dégagé une personne complètement sur ce poste-là, mais c'est un jour qu'il a fallu libérer pour préparer ça, et puis pas mal d'heures de travail personnel pour le coup. Pour préparer chaque émission. Et juste pour rebondir aussi sur cette question du Facebook Live, je rejoins complètement ce que disait Edouard par rapport à la cible qui n'est pas du tout la même sur Facebook ni sur Twitch. Et puis surtout, mine de rien... Maintenant, hein, sur Facebook, c'est clair. Ouais, non, c'est plus du tout la même chose, on s'en rend bien compte. Et il y a un autre paramètre à prendre en compte aussi. Alors, je suis pas un spécialiste des Facebook Live pour le coup, mais pour ce qui est de Twitch, on a la possibilité enfin techniquement en tout cas, nous on utilise le logiciel qui s'appelle OBS, qui est gratuit, d'avoir une sorte de régie en fait technique derrière. Alors, je ne suis pas convaincu que ce serait forcément possible sur Facebook. Sur Twitch, ça l'est, et ce qui permet d'avoir des rendus plutôt sympas. Alors, on va s'orienter maintenant vers les professionnels de la com également pour avoir leur regard et leur point de vue. Pour revenir à ton expérience, Thierry, moi, je t'ai découvert parce qu'on suit de près l'actualité régionale. Il y a un salon qui s'appelle le SPACE et j'ai vu tout à coup la commissaire du salon sur le tracteur de Thierry et pour une grande conversation en live. Donc, ce n'était pas sur Twitch, hein, c'était sur YouTube. Ouais. C'est une interview tracteur, alors sans dénigrer la Bretagne qui est magnifique, malheureusement le réseau n'est pas toujours idéal partout, et pour faire un live, il faut forcément un réseau qui se tient. Donc
l'objectif n'était pas de faire des lives, mais ça pourrait être un format qu'on pourrait diffuser en live parce que j'ai fait des lives dans le tracteur qui sont passés sur Facebook à cette occasion-là. Mais là, j'étais seul et c'était plus une recherche de discussion, quoi. Mais oui, on a essayé de trouver un autre format un petit peu original. Et c'est vrai que faire une interview, discuter, voilà, dans un tracteur, ça m'a paru intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, quoi. Parce que là où j'ai raccroché un peu les wagons avec les autres intervenants de Twitch, d'abord, c'était d'abord pour savoir pour quelles raisons si tu n'avais pas choisi Twitch et s'il y avait des bonnes raisons pour cela. Et est-ce que tu as envie d'y aller? Pourquoi pas de te dire, tiens, pourquoi pas faire des séquences Twitch par rapport à ce que tu évoquais sur le fait d'intéresser le grand public à ton activité agricole. Et puis, je me disais aussi, par rapport au ton que tu avais, on retrouvait quelque chose d'assez Twitch dans l'approche, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple, direct, voilà, pas trop codé. Tu joues le journaliste, mais qui pose des questions comme ça, l'air de rien. Enfin, bon, il y avait quand même des petites questions comme ça qui étaient posées et qui pouvaient peut-être un peu déstabiliser, hein, je ne sais pas. En tout cas, la façon dont c'était dit simplement, est-ce que tu as réfléchi un peu à cette façon d'aborder cette interview avec Anne-Marie Kemner, qui est donc la directrice du SPACE? Alors oui, ça a été réfléchi. Alors, je fais aussi un podcast qui s'appelle Le Rendez-vous Agri, qui est diffusé une semaine sur deux, voilà, à 21h sur YouTube. Voilà, donc là, on voit, oh, j'ai une sale tête là sur le coup. J'étais un peu fatigué cette semaine-là parce qu'on a fait énormément de trucs, ça a été la folie, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que l'idée d'être dans le tracteur, c'était plutôt intéressant. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de discuter. Alors, c'est pareil, le format, c'est toujours en tutoiement. Rares sont les invités que j'ai dû vous voyer parce qu'ils le voulaient, mais en général, voilà, c'est une discussion. D'un agriculteur, je ne me prétends pas de journaliste du tout parce que j'en ai pas les qualités. Par contre, je suis agriculteur et je peux poser des questions d'agriculteur à quelqu'un qui est du milieu ou voilà. Et quelque part, c'était un peu l'objectif. Alors là, ce qu'on a fait aussi dans ces formats-là qui ont été répétés à plusieurs reprises, on a eu monsieur les pâtés ENAF, alors j'ai plus le nom de ce monsieur, mais qu'on a interviewé aussi. On a eu plusieurs personnes qui étaient intéressantes aussi. Et on a fait enfin ça c'est l'équipe, et c'est Jean-Baptiste Vervi qui m'a proposé un espèce de burger quiz avec 3 questions. Alors, le problème, c'est que quand je suis en train de conduire, que je ne sais pas où je vais parce que je ne connais pas les routes, je ne peux pas lire moi-même les questions. Donc, à la fin, on a tout simplement demandé, enfin, on a envoyé par SMS les questions à la personne qui était interviewée pour qu'elle les lise à haute voix et qu'elle donne sa réponse. Et souvent, c'était des questions assez décalées. Je ne sais pas si dans celle du SPACE, on avait déjà opté pour cette option-là. On l'a mis en route pendant cette semaine-là où on en a fait plusieurs. Mais ouais, le but du jeu, c'est vraiment d'être cool, de discuter. Moi, de temps en temps, de reprendre. Voilà, comme je ne suis pas journaliste, je peux me permettre aussi, moi, d'intervenir en tant que professionnel, de donner mon avis. Voilà, c'est pas, ça ne me pose pas de problème sur ce format-là, au contraire. Mais c'est vrai que c'est un peu différent et je pense que les gens ont apprécié. Enfin, quand je vois l'audience, on n'était pas certain du résultat, mais ça va entre 3000 et 15 000 vues, je crois, à peu près sur les différents formats. C'est vrai qu'ils sont assez longs, hein. Là, je ne sais pas. Ouais, là, on a 14 000 vues quand même. Ouais. 14 000 vues et ça durait plus de 30 minutes. Moi, c'est ce qui m'avait marqué aussi. J'ai pas dit une interview fleuve, mais enfin, c'était presque ça, quoi. C'était long et pas inintéressant parce que je connais quand même le salon depuis quelques années. J'ai quand même appris des trucs avec ton interview qui étaient des questions assez basiques, hein, comme tu l'évoquais. Voilà, ça se passe comment, pourquoi ça s'appelle le SPACE, voilà, bon, des questions assez simples, mais c'est toujours bien de revenir parfois au basique et puis aussi permettre à des gens qui ne connaissent pas en fait de découvrir ce salon, quoi. Moi, je ne le connais pas, donc je suis jamais allé le voir. Donc, il fallait que j'ai des réponses à mes questions aussi. Ouais. C'est l'intérêt. Et
Je pense que c'est l'intérêt que j'ai par rapport à un journaliste qui va travailler son sujet, qui va forcément avoir plus de connaissances, mais à la limite, parfois peut-être aussi la malédiction de l'expert, où il va poser ces questions qui sont très pointues, qui vont intéresser quelques-uns. Moi, pour un public néophyte, ça va pouvoir aussi avoir un intérêt. Ça va peut-être être redondant pour certains, je suis d'accord, et ce n'est pas forcément adapté à tout public, mais là, le but du jeu, du support, ça pourrait être quasiment retranscrit en podcast et écouté dans la bagnole pendant qu'on est en trajet dans le métro. Voilà, c'est pas à prendre non plus comme un sujet à regarder attentivement pour comprendre quelque chose, quoi. C'est un peu un divertissement, je pense, ou une découverte, quoi. Donc, à prendre dans ce sens-là, quoi. Très bien. Merci en tout cas de ces précisions. Et donc, vous avez envie de poursuivre l'aventure sur d'autres supports comme Twitch, par exemple? Ça vous tente? Oui, bah alors j'entendais parler d'OBS. Alors c'est vrai qu'OBS est un bon support qui permet de diffuser. On peut utiliser aussi des systèmes qui s'appellent par exemple Restream, qui peut permettre d'envoyer sur Facebook en même temps, sur YouTube, sur pourquoi pas LinkedIn, voire Twitch en parallèle. Alors après, quel serait l'intérêt d'envoyer sur toutes les plateformes en même temps, à part peut-être de diffuser plus large? Pardon? On toucherait différents publics à chaque fois. On toucherait différents publics. Après, je pense qu'il faut arriver à faire des choix aussi sur là où on va. Mais moi, je sais que je vais tester là, le rendez-vous agri justement prochainement j'étais sur YouTube, je vais le tester sur Facebook pour voir un peu ce que ça donne. C'est vrai qu'après, il y a le danger du public qui est derrière. Moi, j'ai la chance d'avoir des commentaires. Moi, j'ai la chance d'avoir des jeunes qui me suivent et qui sont ce qu'on appelle des modérateurs. Donc, c'est des bénévoles, hein, c'est des personnes qui sont fans de ce que je fais et qui vont aller, voilà, que j'ai nommé entre guillemets comme modérateurs, et qui vont aller éliminer les messages qui sont soit méchants, nauséabondes ou répétitifs, quoi, parce qu'on a toujours, et dans ce cas-là, ça pollue le discours. Mais bon, pour avoir ça, c'est soit il faut avoir des fans, entre guillemets, qui sont bénévoles, ou alors avoir une équipe derrière qui va cliquer pour enlever les messages, parce que forcément, on en aura. Oui, ça, c'est inéluctable. Après, je ne connais pas Twitch pour savoir comment ça se passe dedans, mais forcément, c'est toujours un petit peu délicat sur le retour. Et c'est vrai que si c'est des sujets un peu compliqués, ça peut entraîner à discussion, quoi. Là où ça entraîne sans doute également à discussion, c'est lorsqu'on parle de foot et du Stade Rennais. Comme Antoine, tu es de retour. Je te remercie d'être parmi nous pour nous parler de la façon dont le Stade Rennais évolue dans sa communication, avec notamment ces dernières semaines la mise en place de rendez-vous sur Twitch. Donc, il y a eu une conférence de presse, ou une conférence de lancement plus exactement, liée à l'anniversaire du Stade Rennais, qui s'est déroulée sur Twitch. Et puis là, vous avez travaillé sur d'autres modèles, quoi, d'autres produits. Oui, tout à fait. Alors, on est aux prémices de ce projet de développement sur cette plateforme. On a lancé ça donc en mars, effectivement. Comme le disait Édouard tout à l'heure, pour nous, c'est un outil et un média complémentaire de ce que l'on a déjà actuellement, c'est-à-dire LinkedIn, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. On l'a lancé à l'occasion d'une campagne historique sur les 120 ans du Stade Rennais, qui s'appelle Au fer rouge, avec toute une série d'activations. On a trouvé ça intéressant de parler d'histoire du Stade Rennais en utilisant une plateforme nouvelle, qui est une plateforme aussi très ouverte, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte sur Twitch pour pouvoir consulter un contenu. Donc ça nous est apparu aussi intéressant. Et puis nous, notre objectif, c'est un média qui doit s'intégrer à notre ligne éditoriale, hein. Au Stade Rennais, on a plusieurs axes. Évidemment, la promotion de l'équipe Fagnon, l'ancrage territorial qui est très important aussi pour nous, et le partage de notre héritage, l'engagement sociétal également, la formation et puis l'interaction
avec nos communautés. Hein, j'invente rien, mais nous, un de nos objectifs, c'est de créer du lien, comme les autres acteurs là, qui viennent de s'exprimer, créer de la proximité sur un média qui autorise aussi au temps long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en culture un peu de l'instantanéité, où on doit absorber des contenus éditos en 10, 15, 20, 45 secondes maximum, on pense que Twitch a un vrai potentiel pour pouvoir proposer un contenu beaucoup plus long. Et puis, c'est encore aujourd'hui, j'espère que ça le restera, mais un média assez bienveillant, notamment dans le football. Parfois, les réactions épidermiques de nos supporters sur Twitter ne nous invitent pas nécessairement toujours à créer une interaction continue. Twitch, c'est quand même encore plutôt bienveillant, et donc on se lance. On a travaillé effectivement sur du e-sport, qui est un des axes. On souhaite aussi diffuser une émission d'avant-match qui s'appelle Jour de stade. Nos conférences de presse peut-être également. Et puis demain, on va transformer déjà des formats existants qui sont peut-être un peu trop verticaux pour y créer de l'interaction grâce à Twitch. Donc cette grille, on est en train de la travailler et on espère que ça va bien fonctionner. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Et puis, ce qui nous a intéressé quand même aussi, c'est le fait que cette plateforme se diversifie. Aujourd'hui, elle est plus exclusivement dédiée aux gamers. On parle de politique, de sport, d'actualité, de cuisine, et donc pourquoi pas de foot et de Stade Rennais, évidemment. Voilà, donc on voit aujourd'hui, il a actuellement un exemple de stream que vous avez proposé, c'était hier. Donc c'était le match Stade Rennais-Strasbourg qu'on refaisait, ou en tout cas qui était réalisé par un spécialiste gamer. Et donc là, l'objectif, c'était de faire le match se jouait et commenter, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il a été joué par deux supporters du Stade Rennais, donc qui représentaient donc l'équipe de Rennes et l'équipe donc de Strasbourg, qui ont participé à un jeu concours en quelque sorte organisé par la Ligue. Et donc nous, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir le commenter, ce match, par un spécialiste du e-sport, qui a partagé des conseils techniques, tactiques tout au long de cette rencontre, et ensuite essayer de créer de l'interaction avec les dizaines de supporters connectés qui ont suivi le match en live. Encore une fois, l'interaction, c'est le cœur du sujet. Il faut être en capacité de le faire, notamment sur de la modération, parce que parfois ça va très vite. Donc il y a aussi un enjeu RH autour du déploiement de cette plateforme, puisqu'il faut absolument qu'une personne dédiée puisse interagir et répondre aux questions. Et sur Twitch, et d'ailleurs, on voit beaucoup de matchs qui sont commentés, hein, que ce soit en e-sport ou en live. Il y en a qui s'amusent même à commenter le match ou à refaire le match tel que, et puis chacun y va de ses commentaires. Ça crée une forme là aussi d'interaction, comme tu l'évoquais, Antoine. Et c'est assez étonnant aussi de voir comment les codes finalement du journalisme, du commentaire journalistique, là on fait un petit pied de nez à Paul, comment justement on s'amuse avec cette façon de s'exprimer et de commenter le football, quoi, avec toutes on va dire ces éléments de langage, quoi. Oui, tout à fait. Bon, on disait à une époque qu'en France, il y avait 60 millions de sélectionneurs. Aujourd'hui, il y a 66 millions de commentateurs potentiels. Donc oui, c'est assez amusant de voir les gens commenter des matchs de e-sport, toute cette passion qui… c'est quand même un peu plus, je crois, de 10 millions de personnes qui jouent en France assez régulièrement. Et donc, on peut évidemment pas les mettre de côté. Il faut les prendre en considération, notamment dans nos contenus éditoriaux, c'est évident. À Ouest France, Édouard, j'imagine que
le e-sport, c'est quelque chose qui doit vous passionner parce que c'est aussi une passion, le foot chez Ouest France, comme pour le Télégramme. Or, le e-sport, je dirais le gaming au sens large, Le c'est-à-dire que là, gaming. effectivement, on a des projets encore pour renforcer ces thématiques. Encore une fois, c'est par rapport à ce que je vous ai dit en introduction, c'est toujours produire du contenu qui peut adresser une communauté ou un public. Et effectivement, avec le gaming, vous touchez d'autres personnes. Alors, vous touchez pas que des jeunes avec le gaming, parce qu'il y a même des gens plus âgés qui jouent, mais on n'aborde pas le gaming que par la branche e-sport. La branche e-sport, c'est une des branches du gaming, mais il y a plein de jeux, il y a plein de choses intéressantes. Et là encore, Twitch peut nous aider à devenir finalement plus repéré et plus référent sur un domaine qui n'est pas forcément quelque chose de très naturel pour un journal traditionnel. C'est-à-dire un journal traditionnel de PQR, il fait de l'information nationale, internationale, régionale, locale. Mais quand on va aller sur des niches comme ces contenus-là, bah, il faut de l'expertise, il faut du talent. Là, je viens d'embaucher 2 journalistes de plus qui vont être journalistes gaming à Ouest France, ce qu'on ne faisait pas il y a 3-4 ans. Et 3-4 ans, jamais on aurait pris des journalistes gaming. Donc, leur métier sera d'animer ces contenus-là de manière journalistique parce qu'il y a de l'information qui sort tout le temps. Donc, oui, effectivement, encore une fois, c'est important que ces acteurs-là nous permettent à nous aussi d'évoluer sur la façon de raconter l'information. Et l'information, elle est diverse, elle est variée, elle est parfois dramatique, mais des fois, elle est aussi détendante, divertissante. Et il faut on soit le plus couvrant possible. Donc, c'est pour ça que quand je vous disais que on n'est pas sur Twitch, nous, pour faire plaisir à Amazon du tout. C'est-à-dire qu'on est sur Twitch pour créer du contenu. On est sur Twitch pour créer du contenu qui, derrière, nous permet de profiter de ce contenu-là sous forme de podcast. Avec Galien, ça donnait un podcast. Avec les autres, ça donnait des vidéos. Avec le gaming, ça va donner des podcasts. Et donc, du coup, en fait, on travaille en direct sur une plateforme, mais à destination de notre propre plateforme et de nos propres contenus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vain en termes de temps investi sur le plan journalistique. C'est ce que je voulais dire. En fait, vous refaites un peu comme on refait le match ou on refait le jeu vidéo. Là, vous refaites l'actu. Alors, c'est la revue de presse, la vôtre, celle de Paul, Ouais. celle de Samuel. Mais en fait, vous ressassez continuellement les choses que vous avez déjà en cuisine quelque part. Bah, non, parce qu'il peut aussi avoir de l'info. Quelque part, non? Il peut avoir de l'info qui sort aussi de ces rendez-vous-là. Quand Samuel Etienne fait aujourd'hui sa revue de presse, c'est un exercice qu'il faisait tous les jours, mais il le faisait tout seul dans son coin. Il l'a rendu public. Ça a mis de l'interaction et ça a permis à des gens qui s'intéressaient à l'info, et notamment les plus jeunes, mais qui n'avaient pas l'habitude d'en discuter avec un journaliste. Donc là, ça leur permettait d'avoir. Mais Samuel Etienne, qu'est-ce qu'il a fait depuis sa revue de presse, elle est disponible maintenant en podcast. Elle est comment dire, possible à visionner en replay. Donc voilà, il a créé du contenu. Il a créé du contenu à partir d'une présence sur une plateforme sociale. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, quand on est, j'en sais rien, sur un Facebook Live et qu'on est donc en train d'interagir, parce que la nature même du contenu, elle est liée à une espèce d'instantanéité, alors que là, on a vraiment quelque chose qui est construit éditorialement sur Twitch. Nous, c'est ça qui est très particulier, c'est ce qui fait un peu, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on construit un programme, c'est-à-dire demain, on a un live avec trois plateaux, demain, oui, vendredi, demain, et j'en anime un, je n'ai absolument rien préparé encore. Parce que, en fait, on ne veut pas que ce soit trop préparé, en fait. On est vraiment sur du conversationnel, et c'est pour ça qu'on va s'adresser à des journalistes qui participent, qui sont finalement intéressés par la thématique et qui viennent apporter leur expérience. Et on ne leur demande pas de préparer une interview d'un ministre. Merci, Edouard, de faire la transition sur ce sujet-là, la non-préparation qui pourrait être un des éléments du ton Twitch. Tu prépares, toi, Paul, a priori, oui, tu disais que tu prépares quand même tes revues de presse. Hein.
Ouais, il y a de la préparation en amont. Évidemment que c'est un ton qui est relativement décontracté. On peut se permettre de ne pas avoir un ton trop formel, etc. Mais ouais, oui, et puis sur les sujets surtout que je présente lors de l'émission, je ne peux pas me permettre de les découvrir en même temps que j'essaye de les proposer aux viewers, quoi. Et juste pour rebondir aussi par rapport au sujet qu'on évoquait juste précédemment par rapport à cette communauté. Euh, Ce que disait Edouard, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, comment nous, en tant que médias, on pourrait se permettre de dire, par exemple, il y a 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc Domingo, le streamer qu'on voyait au tout début là, donc qui était en direct, il a fait une émission avec David Godu, qui est cycliste professionnel, qui est finistérien. Cette émission-là, ils font 1 million de vues, 200 000 personnes en direct qui suivaient cette émission. Comment nous, en tant que médias aujourd'hui, on pourrait passer à côté de ça alors qu'on se rend compte que ça intéresse autant de personnes, une communauté aussi importante, évidemment qu'il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, le gaming, le e-sport, ça a une place qui est considérable dans la société et surtout chez la population qui est plus jeune. L'équipe encore hier ou aujourd'hui, je crois hier ou avant-hier, a fait un sujet complet sur une équipe de streamers qui jouent à FIFA. Et ils ont un club, en fait, ils jouent tous ensemble. Et donc, l'équipe a raconté ça. Il me semble qu'à West France aussi, ils en avaient parlé il y a quelques semaines. Enfin, c'est très prégnant aujourd'hui, c'est de plus en plus prégnant et on voit bien qu'on est obligé, enfin, obligé non, parce qu'on pourrait passer outre, mais c'est hyper important si on veut parler à tout le monde, si on veut s'adresser à tous les publics, de parler de ce sujet-là aujourd'hui. On peut peut-être aussi préciser sur les audiences, parce que effectivement, là, on parle de Godu, etc., sur des audiences colossales, mais attention, Amazon n'est pas ennemi de ses intérêts, hein. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant aussi ceux qui sponsorisent, hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le live de Godu était sponsorisé par Adidas. Donc du coup, il y a des mises en avant qui coûtent très cher chez Twitch. Donc, plus vous payez, plus vous êtes exposé, hein. Et c'est le même principe que du podcast, par exemple, quand vous êtes sur les plateformes de streaming de podcast, Apple Podcast, etc., vous avez beaucoup plus d'audience si vous êtes dans les recommandations que si vous êtes à la 600e page d'Apple Podcast. Donc, effectivement, il y a une prime aux plus connus aussi, il y a une prime aux gros streamers, aux gros viewers, parce que voilà, ils font énormément d'audience, mais c'est toujours le même principe, c'est qu'ils font beaucoup d'audience parce qu'ils sont très exposés aussi. Donc, Samuel Etienne, aujourd'hui, à chaque fois qu'il fait un live, il est en home de Twitch, hein. Donc, quand vous arrivez sur Twitch, vous tombez sur Samuel Etienne tout de suite. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça qui a à construire pour d'autres acteurs qui doivent trouver leur place. Et ils trouvent leur place quand ils ont construit une communauté suffisamment robuste pour attirer du monde sur leur programme. J'avais lu quelque chose qui était très intéressant. 90% des streamers font moins de 5 à 10 personnes en temps réel. Oui, C'est-à-dire qu'ils ont personne, hein, à les regarder, hein. Mais c'est pas grave, ça participe à ce qu'est ce réseau social. On est, voilà, et quand vous avez 5 personnes, vous discutez. Vous discutez, vous parlez avec ces 5 personnes. Donc, moi, j'ai mon social media manager qui coordonne tout le projet Twitch. C'est un Twitcher, enfin, c'est un streamer lui-même. Mais il a une communauté qui le suit de 20-30 personnes tous les soirs en train de le regarder jouer à Mario Kart. Ok, bah, acceptons-le, avec plaisir. Et donc, on va ouvrir bien sûr à tous ceux qui le souhaitent, à tous les participants qui sont sur ce canal. Ce n'est pas Twitch, hein, on a choisi Zoom parce qu'on n'a pas une communauté suffisamment développée. Peut-être un jour, ça sera le cas. Est-ce qu'on aurait pu faire cette émission Non, enfin, on aurait pu, mais c'est difficile parce que je pensais à Thierry tout à l'heure, que son expérience qui était très intéressante et ses interrogations, mais vous voyez la configuration dans laquelle il était dans son tracteur ou dans son véhicule avec du space, c'est-à-dire qu'il faut gérer la question technique. Vous êtes sur du direct, hein. Oui. Donc c'est très difficile d'avoir des conditions de son, etc., que ça décroche pas. Déjà, quand vous êtes dans un bureau avec un Wi-Fi des fois un peu étrange, c'est compliqué. Donc, on le voit bien, les gens qui sont sur Twitch, ils sont quand même généralement soit dans des bureaux, soit dans. Mais j'oublie pas que, je crois que c'était l'été dernier ou l'été d'avant, l'Olympique de Marseille a fait des matchs amicaux de pré-saison en direct sur Twitch, qui étaient filmés par l'OMTV, hein.
Ouais, en Bretagne aussi, à Lorient, ils ont. Ouais. Bah, d'ailleurs, je me demande si c'était pas un Lorient-Rennes. Antoine saurait sûrement, mais il me semble que. Si, c'était ça. Mais effectivement, Marseille a été l'un des pionniers sur le sujet. Ils ont fait des audiences assez considérables, hein. Donc Mm. nous, pour être très clair, les prochains matchs amicaux seront aussi diffusés sur Twitch, c'est évident. Et d'ailleurs, les matchs de l'OM sont commentés sur Twitch à la façon de l'équipe TV avec Yoann Rioux, c'est-à-dire avec deux commentateurs de l'OM qui commentent sans les images, en fait. Et il y a des gens qui regardent et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui les regarde commenter le match sans les images. Et Edouard, tu sais que l'OM a investi énormément depuis l'ère McCourt, notamment sur le digital, et ils ont une équipe dédiée Bah oui. qui est aussi assez considérable, hein. Et ils ont une Derrière, télé. Et ils ont une télé. ils ont une télé, mais Ouais. sur le digital, c'est assez fou. Et qui se lance? Dans le chat, il y en avait une. On nous demandait si Twitch paraissait pertinent pour un petit hebdo régional traditionnel qui cherche à renouveler son lectorat. Moi, je pense que c'est pas la question qu'il faut se poser. Il faut savoir ce qu'on a envie d'y raconter et faut, ce que disait Edouard, tout à fait pertinent. En tant que média, on n'y va pas pour. Évidemment qu'on essaye de renouveler son lectorat, etc. Mais c'est pas en se disant on va aller sur Twitch qu'on va réussir à faire venir les gens et encore moins nous suivre. Et puis c'est pas évident, il faut vraiment savoir ce qu'on a envie d'y raconter. Mais ça marche dans quel sens? C'est obligatoirement la communauté Twitch qui ira sur le canal que vous allez développer, ou est-ce que vous allez réussir quand même à faire venir, parce qu'on a entendu parler de vous, tiens, vous êtes plutôt sympa, vous avez une bonne tête. Après, c'est toujours pareil. Vous avez beaucoup de gens qui viennent par curiosité. Quand vous avez des personnalités qui participent, bah, ils viennent encore plus parce qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc, je vais écouter ce qu'il a à dire. Et puis après, il y a aussi nos supports à nous qui nous permettent de communiquer sur ces émissions. Les lives qu'on a fait, on avait énormément de gens, c'est Antoine qui disait tout à l'heure, qui n'étaient même pas abonnés à Twitch, hein, qui n'étaient même pas inscrits, qui étaient simplement là en visiteur parce que vous n'avez pas besoin d'être inscrit sur Twitch pour regarder ce qui s'y passe. Donc, on avait beaucoup de gens qui étaient de passage parce que certains s'intéressaient à Top Chef, d'autres s'intéressaient à du foot, etc., etc. Donc, là encore, c'est vos programmes qui décident. Et après, c'est aussi le contenu, c'est-à-dire que si vous avez du monde et qui sont intéressés, ils s'abonnent à la chaîne. Quand vous êtes abonné à la chaîne, vous recevez des notifications quand il y a un nouveau programme qui se lance. Et du coup, petit par petit, les gens viennent et prennent l'habitude. Et c'est ce qui s'est passé avec Samuel Etienne, qui a construit une très grosse communauté. Et qu'aujourd'hui, même quand il fait Castex, même si ça fait un petit peu huché sur le fait qu'il amène des politiques, il y avait quand même 90 000 personnes qui étaient en train d'écouter Castex sur Twitch, alors que bon, certains étaient là pour troller un peu, mais il y avait du monde. Et s'il amène Marine Le Pen demain, il y aura autant de monde. Voilà, ça fait partie de. Aujourd'hui, il a une communauté qui fait que quel que soit ce qu'il fait, et en plus, il le fait plutôt bien, un grand corps malade, etc., etc. Ça marche. Mais là encore, ça marche parce qu'il y a du contenu, et puis il est bon, et sur le fond, c'est très bon. Et il y a de la C'est ça. régularité aussi. Ouais, la question de la régularité, du nombre d'émissions joue énormément. Faut réussir à habituer. Il faut savoir que les streamers qui ont des grosses communautés, eux, c'est plusieurs heures par jour qu'ils font. Samuel Etienne, il fait ses lives, font 2 heures, c'est quotidien. Nous, déjà, hebdo, je trouve que c'est très compliqué d'agréger une communauté autour d'un programme hebdo. Je pense que Edouard à Ouest France, c'est compliqué aussi de les habituer à quelque chose de bi-hebdo. D'ailleurs, moi, je suis super intéressé par la question de savoir comment les uns et les autres vous faites pour convertir le nombre de viewers que vous avez, parce que derrière, il faut effectivement leur dire de s'abonner. On se rend compte que c'est pas évident. C'est une vraie question aujourd'hui. Alors, nous, on a des. Alors, pour l'instant, on est modeste, hein, on a 1300 personnes qui sont abonnées à la chaîne, donc c'est pas beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire aussi de l'abonnement pour nos produits à nous, hein, depuis Twitch, pendant nos lives. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a pu abonner des gens à des produits Ouest France, notamment des offres découvertes sur le numérique, parce que voilà, à un moment, vous êtes face à un public. Si vous faites une action pour leur proposer des formules de découverte, ils se disent, tiens, pourquoi pas? Donc après, est-ce qu'ils seront utilisateurs très longtemps? Ça, c'est un autre problème. Mais le. Pardon? Ça, c'est dans ton Twitch? Oui, dans la discussion. Dans la discussion, on peut très bien dire, voilà. Et donc, à côté de ça,
Et à côté de ça, il y a aussi la nécessité, effectivement, et c'est le cas des streamers, certains en vivent. Il faut savoir que Twitch est une plateforme qui rémunère sous forme de sub. Vous pouvez vous abonner aux chaînes de ces personnes-là et 50% des revenus, Twitch en prend 50% et 50% vous reste pour l'auteur du contenu. Donc, du coup, eh ben, effectivement, cette plateforme, c'est aussi une plateforme et quand il y a des gamers qui passent 5-6 heures, parce que c'est leur métier, tout simplement. Et nous, notre métier, c'est pas celui-là, c'est de faire de l'info. C'est de faire de l'info dans le journal, sur le site, sur les réseaux sociaux, et que il faut dimensionner en fonction des moyens que vous avez. Nous, quand on fait un live comme celui de demain, on mobilise trois personnes, voire quatre en back-office. Parce qu'il y a l'animateur, parce qu'il y a le modérateur, parce qu'on essaie d'être vertueux dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui va être sur la partie commerciale et il y a quelqu'un qui va être un peu en assistant réalisateur qui va pouvoir dire voilà, il y a telle ou telle question et telle question qui sont pertinentes pour pouvoir avoir quelque chose qui est un petit peu organisé. Donc ça s'anticipe un peu. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tous les jours et on ne souhaite pas le faire. Samuel Etienne, il est tout seul. Il allume sa machine et il se débrouille tout seul. Oui, J'avais une question, Olivier, si tu permets. oui, vas-y. Bonjour Stéphane. Stéphane de Vendeuvre pour le Club de la presse de Bretagne. J'ai raté le début, donc j'espère que vous n'avez pas répondu à ce moment-là à ma question. Cet après-midi, le Club de la presse de Normandie a organisé une présentation des réseaux sociaux en fait en vigueur, et il leur sortait globalement que les réseaux sociaux se segmentaient un peu par catégorie, par cible populationnelle, par tranche d'âge. À vous écouter, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de Twitch. C'est vrai que ce n'est pas un réseau social à proprement parler, c'est une plateforme, mais il n'y a pas d'âge à proprement parler pour aller sur Twitch, ou alors il y a ça des jeunes. Le gros de la cible, on l'a dit en introduction, effectivement, c'est plutôt des hommes de 18-30 ans quand même. Il y a effectivement un peu, et je pense que les programmes de Samuel Etienne et de d'autres participent au fait que ça se démocratise et ça s'ouvre un peu plus. Mais le gros de ceux que vous allez trouver ce soir à 23 h, si vous y allez, vous verrez, c'est des jeunes. Hein. Et ça commence même à 16-17 ans. Effectivement, les réseaux sociaux ont tendance à de plus en plus se segmenter. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en intervention dans un BTS communication et j'ai posé la question à 30 personnes qui avaient un compte Facebook. Donc, ils avaient entre 18 et 20 ans. Il n'y en avait plus que 3 ou 4 qui avaient un compte Facebook. Donc, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Et Twitch, typiquement, va sans doute vieillir un peu, mais l'approche se fait par le gaming notamment, et le gaming, on est quand même sur des populations plutôt jeunes et plutôt masculines à ce stade, mais on commence à voir que ça évolue. Ça serait une question qu'on pourrait reposer à Thierry sur le fait que, on l'a bien compris, donc tu n'as pas choisi ce canal par rapport au public. Maintenant, le public devient de plus en plus jeune, notamment il faut rendre de plus en plus attractif le métier dans le monde agricole. Et puis il y a des questions aussi de société, notamment tu as abordé un des thèmes qui sera celui du salon sur le space, sur le thème du bien-être animal. C'est des sujets de société que les jeunes portent également. Donc ça, c'est des sujets qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait développer sur des plateformes comme Twitch, hein, j'imagine. Bah, oui, je pense qu'on peut développer j'allais dire tout sujet à tout. Bon, le risque avec le bien-être animal, c'est de tomber contre des personnes qui sont antispécies. Donc, à un moment donné, c'est le principe de la contradiction. Forcément, il y a forcément des contradictions. Après, l'intérêt, c'est d'avoir un dialogue aussi ouvert. Mais bon, ça, j'allais dire, c'est un aspect global aussi en disant. Si nous-mêmes, on n'est pas dogmatique envers des personnes qui ont fait un choix d'alimentation déterminé et qu'on respecte les autres, on peut les apporter aussi. Donc ça, c'est une question de réflexion, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça me fait poser question aussi de me dire, tiens, pourquoi pas essayer Twitch parce que l'ambiance, moi, quand je fais le rendez-vous agri, qui se fait en direct sur YouTube, c'est vrai que l'interaction n'est pas tout à fait pareille. Après, j'ai entendu dire aussi que certains, alors dont un podcasteur, d'ailleurs le seul, je crois, qui se fait payer qui vit uniquement grâce à ça, c'est le rendez-vous rendez-vous tech, pardon. J'ai copié sur lui pour le nom, donc c'est pour ça. Le rendez-vous tech, donc qui est Patrick Béja,
qui est un communicant sur la tech, qui fait des podcasts depuis 10 ans. Donc lui, il est uniquement payé là-dessus. De temps en temps, il fait des interventions sur Twitch lorsqu'il prépare ses sujets pour avoir une discussion avec ses auditeurs et préparer les sujets aussi en fonction de ça. Alors, moi, je voudrais poser la question peut-être aux journalistes. Est-ce que vous imagineriez vous caler sur Twitch seul, pendant que vous préparez un papier, en disant, tiens, je vais peut-être avoir quelques échos d'auditeurs, et puis tester directement ce que vous ne pouvez pas avoir, sur la version papier, quoi, pour dire, tiens, j'orienterai peut-être un petit peu dans ce sens-là, parce que mon audience serait peut-être sur un sujet comme ça, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez ça, par exemple. Déjà, il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont intéressés par le jeu vidéo qu'ils ne s'intéressent pas à l'actu, qu'ils ne s'intéressent pas au monde. Au contraire, je trouve qu'ils sont extrêmement intéressés par l'actualité. Ils sont extrêmement inquiets de plein de choses, de l'environnement, de la situation sanitaire, etc. etc. La seule chose, c'est que ils ont envie qu'on leur parle comme ils ont envie qu'on leur parle, c'est-à-dire et pas comme on a l'habitude de leur parler, c'est-à-dire avec une information qui est donnée de manière très très formatée. Et ce qui change un peu le contact avec Twitch, c'est que finalement quand on leur parle, comme fait Samuel Etienne, d'informations et même d'informations des fois dramatiques ou de politique, eh ben on s'aperçoit que les jeunes sont intéressés, sont même passionnés par ça. Ils sont très à l'écoute. Donc en gros, se servir de Twitch comme un bon thermomètre de ce que peut être des sentiments d'une génération alors particulière, parce qu'attention, il n'y a pas non plus tous les jeunes de 18 ans qui sont sur Twitch. C'est une partie. Ça peut être intéressant de prendre cette température-là de temps en temps pour bien sentir que est-ce qu'on est très en décalage ou pas. Mais se servir de Twitch en se disant on va voir sur Twitch si ça marche pour après faire les mêmes contenus, c'est pas non plus un sondage d'opinion, c'est simplement un endroit où les gens y sont, pour certains pour se détendre beaucoup, d'autres pour s'informer mais pas trop. Et la question que vous avez soulignée, Thierry, est très importante. Y aller pour se dire tiens, je suis ouvert à la discussion, ok, mais attention à ne pas sous-estimer quelque chose qui s'appelle la modération. Et la modération, elle est très chronophage sur Twitch dès que vous avez du monde, parce que c'est le principe même d'un chat ouvert, hein, c'est que vous avez tout et n'importe quoi, et notamment des gens qui sont parfois un peu malveillants, et que cette modération-là, elle vous installe la qualité aussi de votre échange. C'est-à-dire si vous êtes noyé de gens qui trollent en permanence, c'est infernal. Et puis les gens s'en détournent un peu. Donc c'est un peu comme la modération sur Facebook. Quand vous avez des pages Facebook qui sont mal modérées, eh ben, c'est tout de suite un tissu de choses pas toujours acceptables. Donc c'est pour ça que ce volet modération sur tout ce qui est fait en direct, c'est quand même on travaille sans filet. Hein, donc il faut faire très attention à ça. Mais quand tu parles de modération, et je m'entends également Paul là-dessus, qu'est-ce que tu veux dire précisément? C'est simple, Samuel Etienne, quand il fait venir Jean Castex, oui. Il n'ouvre le chat qu'aux gens qui suivent sa chaîne, par exemple. Ça évite que 300 personnes qui détestent Castex viennent au même moment pour troller le chat. Donc là, et vous apercevez qu'à un moment, si vous voulez poser une question à Castex, il faut que vous ayez déjà interagi une vingtaine de fois sur la chaîne. C'est-à-dire qu'en gros, que vous soyez déjà un habitué de la chaîne pour pouvoir avoir accès au chat. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut se permettre. Il y a tout un degré d'ouverture à la communauté qui vous permet que quand vous sentez que ça va être un peu chaud, de faire très attention à ça, parce que sinon, vous vous retrouvez face à un flux que vous ne pouvez pas gérer. Et derrière, tout ce qui est lancé passe dans le flux. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous retrouvez avec de l'insulte, etc., etc. Donc, c'est aussi pour ça que nous, dans notre période-là, on est allé sur des thématiques qui ne justifiaient pas l'insulte. Même si, avec David Gallienne la dernière fois, on a échangé avec lui longuement et tout, il avait peur, parce que pendant l'émission de télé, il avait révélé son homosexualité, il nous avait posé des questions, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va me brancher là-dessus, etc., etc. Donc, il n'était pas non plus complètement ouvert. Si je prends 50 questions là-dessus, je n'ai pas envie de parler que de ça. Donc, et finalement, ça ne s'est pas du tout passé, parce que la communauté était encore une fois très bienveillante,
Mais c'était pas impossible. C'était pas impossible qu'on se retrouve avec des trolls anti-homosexuels qui s'en prennent. En plus, comme il avait gagné la saison dernière, alors que l'autre finaliste était beaucoup plus apprécié du public. Donc, il y avait aussi ce risque-là de se dire, oh, fait chier, j'aurais préféré que ce soit l'autre qui gagne, hein. Donc, voilà. Donc, même sur du divertissement, il peut avoir des fois, faut toujours être sur le qui-vive. On s'est resté sur sucré-salé, hein, de ce que j'ai vu. Oui, puis très bienveillant. Et puis lui, il a été très bien. Il a été dans le ton Twitch, en fait. Il a été ouvert à tout, vachement décontracté, pas du tout. Et là encore, on est sur, on le disait tout à l'heure, c'est la nature de la conversation qui décide de la qualité de votre chat. Demain, on a un débat sur le foot. Peut-on rire de tout dans le foot? Et on a Pierre-Antoine Damecourt, qui est l'humoriste qui est dans l'équipe d'Estelle tous les soirs. Voilà, avec lui, je pense on va rigoler et il n'y aura pas de problème avec la communauté. Donc, on pourra même dire du mal du Stade Rennais sans se faire troller. Paul, peut-être une réaction. Il y a une question qui est posée. Le chat peut-il être bloqué, non visible? Alors, c'est deux choses différentes. On peut, en tant que viewer, on peut regarder le direct sans le chat. Après, l'intérêt principal de Twitch, c'est d'avoir ce chat. Donc, effectivement, il est quand même indissociable. Et ce que disait Edouard est tout à fait pertinent. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec BFM, et c'est ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils s'en sont pris plein la figure, pour rester poli, c'est qu'ils sont arrivés avec des thèmes déjà très compliqués, avec des intervenants qui souffrent quand même d'une image aujourd'hui qui est très compliquée, puisqu'ils avaient comme invité Marine Le Pen lors de leur premier live. Et ils arrivaient sans les codes de Twitch, c'est-à-dire qu'en termes de modération, ils avaient peut-être du monde, j'avoue, mais ils ont été avalés par le flot de commentaires dans le chat. Et sauf que comme ils sont arrivés dès leur premier jour sans avoir fait du contenu avant, sans avoir mis ce volet de modération-là qui permettait d'empêcher les gens qui ou ne suivaient pas la chaîne depuis un certain temps ou n'avaient pas suffisamment interagi avec la chaîne, ils se sont mangés ce volet-là en pleine figure. Et c'est ce qui est dramatique, c'est qu'ils sont arrivés là avec les codes de la télé. Alors maintenant, c'est mieux, effectivement, mais la première fois, ils sont arrivés avec les codes de la télé sur une plateforme qu'ils ne connaissaient pas, en fait, tout simplement. Ou alors, j'imagine qu'il y en avait qui la connaissaient certainement, mais c'était complètement improvisé. En tout cas, on sentait qu'eux ne connaissaient pas ou avaient rarement utilisé cette plateforme-là. Mais ce qu'on peut quand même supposer, et ça c'est intéressant aussi pour des médias, c'est que on l'a vu avec Hollande et on l'a vu avec Castex ou Marine Le Pen, c'est qu'avec les campagnes électorales et notamment la présidentielle qui s'ouvre, cette plateforme va devenir une plateforme pas centrale, mais hyper importante, parce qu'elle va permettre justement d'aller sur des sentiers battus autres que des journalistes télé qui posent des questions à des hommes politiques. Là, il y aurait mise en danger forcément des politiques, mais à l'arrivée, vous prenez... Et des journalistes. Oui, mais vous prenez François Hollande avec comment il s'appelle, Samuel Etienne. François Hollande, vous le mettez dans n'importe quelle émission politique, il va quand même avoir un bon paquet de Français qui vont dire il nous emmerde, etc. Et là, il y avait énormément de bienveillance. C'est-à-dire que la communauté, elle a été plutôt soft, elle a été plutôt truc, elle a posé des vraies questions sur la fonction, sur les décisions à prendre quand on est président et tout. Et ce rapport un peu nouveau, Samuel Etienne a eu cette force de se mettre un peu en retrait, de simplement orienter le débat. Et finalement, c'est un peu plus, entre guillemets, naturel que quand vous savez, les émissions de télé, on fait venir 10 Français tirés au sort, on leur demande de poser telle ou telle question, un truc qui ressemble à rien et qui donne toujours des trucs très convenus. Là, on a découvert quelque chose qui était un peu nouveau. Et je pense que les partis politiques et les hommes politiques se disent, Twitch pendant la présidentielle, il va falloir vraiment qu'on fasse un vrai programme pour qu'on regarde comment y aller sans se faire détruire et en essayant d'être le plus qualifié possible. Le petit bémol par rapport à ça, quand même, c'est que je pense que Hollande n'a pas l'étiquette d'un qu'avait Jean Castex, qui est membre du gouvernement. Donc, pour le coup, je pense que ça l'a aidé, en tout cas. Ouais, il n'était pas en fonction. Mais d'un autre côté, Hollande, quand il fait un tweet, il se fait défoncer pendant tout le truc. Sur Twitter, il en prend plein là-dedans, et sur Facebook, il en prend plein le museau. Là, sur Twitch, c'était des gens qui sont plutôt curieux. Alors, effectivement, ils l'ont modéré, ils l'ont bloqué, hein, ça aide aussi. Hein, mais
Mais voilà, donc demain, Mélenchon va y venir, d'autres vont y venir. La question est, encore une fois, c'est si c'est organisé comme c'est organisé par Samuel Etienne de manière plutôt intelligente, ça peut être intéressant et pertinent. Si c'est les hommes politiques eux-mêmes qui disent j'arrive, ou les femmes politiques arrivent, j'arrive sur Twitch et je vais vous faire ce que Mélenchon a fait sur TikTok, oh Marseille, machin. Ah là, par contre, là, ils vont passer pour des charlots et ils risquent de se faire découper en rondelles, hein. Donc, c'est toujours la limite de la communication et de l'information, en fait. Si vous êtes parmi nous et que vous nous suivez depuis pratiquement 18h30, merci. Et on va encore poursuivre. On a encore un peu de temps devant nous. Si vous avez des questions à poser aux différents participants. En tout cas, il y avait une question tout à l'heure sur quelqu'un qui demandait sur un hebdo s'il pouvait y aller. Mais oui. moi, je lui dirais, mais bien entendu, si vous avez des choses à raconter, il faut y aller, hein. C'est le principe même de cette plateforme-là. C'est chez chacun individuellement, vous pouvez aller sur Twitch. Après, la question, c'est toujours pareil, c'est à qui vous voulez vous adresser. Si vous acceptez de parler à 3-4 personnes pendant des semaines, ça peut être sympa, mais ça vous fait un petit rendez-vous quotidien. Après, il y a d'autres réseaux sociaux qui apparaissent, on n'en a pas parlé, mais Clubhouse, par exemple, qui est un réseau social autour de l'audio. Moi, j'y vais assez régulièrement. Je trouve ça pour l'instant un peu gentil, mais j'ai assisté à des discussions qui étaient très intéressantes. Bon, c'est un peu réservé pour l'instant aux possesseurs d'iOS, c'est d'un iPhone, et c'est très aujourd'hui start-up, médias, genre de la pub, de la télé, etc. Mais c'est pas encore très grand public. Mais voilà, voilà un nouveau réseau social, et ça se trouve dans quelques mois, vous ferez au Club de la Presse de Bretagne. Que pouvez-vous nous faire sur Clubhouse, hein? Et c'est ce qui fait la richesse finalement de nos métiers. Il y a de l'innovation en permanence. Et il y a des nouvelles tendances en permanence. Moi, je crois beaucoup à l'audio. Et est-ce que vous pensez que Twitch, comme canal, mais comme l'autre que tu viens de citer, Clubhouse, c'est ça? Est-ce que tu penses que ces nouveaux réseaux, ces nouveaux canaux peuvent également amener une évolution dans le traitement de l'information, la façon dont les journalistes posent des questions, peut-être avec un ton nouveau, faire quelque chose de différent? Est-ce que ça peut influer sur finalement votre travail de journaliste? Bah, forcément, et encore une fois, ce sont des réseaux sociaux, et par définition, les réseaux sociaux, ils installent de la proximité. Et c'est-à-dire qu'en gros, vous avez peu ou pas de filtre entre les gens et le média. Et Clubhouse, typiquement, quand Emmanuel Macron, à 20h, donne des décisions sur le Covid, sur Clubhouse, dans la demi-heure qui a suivi, il y avait une room qui s'appelait Que pensez-vous des décisions de Macron? Et à l'intérieur, vous aviez des journalistes politiques, vous aviez des journalistes de santé, il y avait des médecins, etc. Et tout le monde parle. Enfin, il y a des modérateurs, hein, mais ils donnent la parole. Et donc, du coup, vous vous dites, tiens, c'est marrant, c'est finalement l'after qui se passe là, de manière, encore une fois, conversationnelle, sur le ton plutôt feutré, amical, pas trop véhément. Les gens s'écoutent, puisqu'il y en a un qui parle après l'autre. Donc voilà, donc vous dire que c'est des formes d'agora, en fait. C'est des formes d'agora. Et les agoras avec comment dire, des choses qui intéressent beaucoup, et ce qui change un peu la donne pour les gens les streamers et tout, c'est que quand ils voient des gens un peu connus arriver, ils se disent, bon, il y a deux réflexes, hein, se disent, bon, bah, ça y est, c'est fini, il va falloir qu'on trouve autre chose. Ou alors ils se disent, bah, tiens, c'est marrant parce que il y a du succès, et donc ça se démocratise et ça va aller vers le plus grand nombre. Là, actuellement, vous allez sur Clubhouse, là, je regarde, il y a Philippe Douste-Blazy, personnellement, je croyais qu'il était décédé, mais il est en train de faire, il est à cœur ouvert sur Clubhouse pendant 1 heure. Il répond à des questions. Et il y a 55 personnes qui discutent avec Philippe Douste-Blazy. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à y aller. Et donc, vous voyez, on commence à voir, et on est dans l'esprit de ce que peut faire Twitch avec des gens qui ouvrent des rooms, des discussions sur des thèmes précis. Et là encore, c'est des réseaux sociaux qui apparaissent. Certains disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. TikTok, on en parlait en introduction, est un autre réseau social, mais avec d'autres codes, sur de la vidéo courte, etc., etc. Et encore une fois, nous, médias traditionnels, enfin je parle pour Ouest France, notre but, il est d'être le plus ouvrant possible. Et il y avait une question tout à l'heure dans le chat
qui nous disait, je remonte un peu, qui disait qu'est-ce que ça vous rapporte, etc. Voilà. Est-ce que ça génère des ressources pour les journaux? En fait, nous, sur Twitch, on est dans le même principe que ce qu'on fait avec les universités. On distribue le journal gratuitement, par exemple. Quand vous allez dans les universités, enfin quand elles sont ouvertes, c'est-à-dire pas en ce moment, il y a des présentoirs où des journaux sont mis à disposition des étudiants. Donc cette mise à disposition, elle est finalement, c'est une forme de mise en main pour acculturer, mettre en contact un étudiant avec un média et de se dire peut-être dans X années, ce média que j'ai côtoyé dans ma jeunesse à la fac, il m'intéresse et peut-être que je vais devenir client. Twitch, c'est pareil. Twitch, on voit des gens du Telegram, de West France, etc., qui viennent vous parler. Et à un moment, vous dites, bah, tiens, les contenus sont intéressants. Bah ouais, ça m'intéresse. Je vais peut-être aller un peu au-delà. Et donc, en fait, on fait de la culturation sur la marque par l'information. Paul, tu as été choisi uniquement parce que tu es jeune. Ouais. Et moi, parce que je suis vieux. Non. Alors, pour être tout à fait ouvert et honnête, nous, ça s'est lancé autour d'un café, c'est-à-dire que le chef de la rubrique vidéo m'a demandé ce que je pensais. Enfin, est-ce que je connaissais Twitch? Bon, alors évidemment, il y avait peut-être plus de chance avec moi. Il y avait peut-être plus de chance avec moi que s'il avait demandé à certains de mes collègues un peu plus âgés. Effectivement. Et donc, comme je connaissais quand même la plateforme, en fait, avant même qu'on ait lancé cette émission, d'ailleurs, je le suis évidemment toujours, mais je suis un gros consommateur de Twitch à titre personnel. Donc, il y avait cet avantage-là du fait que je connaissais les codes de la plateforme, je savais ce à quoi m'attendre, je savais à qui je voulais m'adresser, ce que je voulais y faire, à peu près, évidemment, mais et puis bon, alors effectivement, peut-être c'est aussi dû à mon âge, mais j'ose espérer que c'est pas juste mon âge qui a fait qu'on m'a proposé d'animer l'émission. Et pour répondre à Charlotte dans le chat qui demandait s'il fallait un bon équipement pour Twitcher, et oui et non, c'est-à-dire qu'on peut faire sans un très bon équipement. Le son, c'est quand même très important. S'il y a une mauvaise qualité de son, on se rend compte que les gens ne restent pas forcément. Ça joue aussi. La qualité évidemment technique joue énormément. Tous les streamers actuels, ils ont un matériel technique qui est hyper costaud, quoi. Après, si je peux compléter juste sur le côté jeune ou pas jeune, il n'y a pas de rejet. Hein. Il n'y a vraiment pas de rejet. Et Samuel Etienne en est un exemple. Hein. Il n'a pas 20 ans, Samuel Etienne. Donc, il n'y a pas de rejet du tout. Nous, on a dû avoir une fois quelqu'un qui a dû mettre dans un chat ah bah ça y est, les boomers arrivent. Mais c'est pas, ils sont pas du tout anti plus de 20 ans, plus de 30 ans. Et je pense que des personnalités de 70, 80 ans, si elles ont des choses à raconter, elles seraient très bien accueillies sur Twitch. C'est juste que les thèmes, ce sont les thèmes qui les intéressent, c'est tout. Après, que vous en parliez en étant jeune ou en étant plus âgé, ça, c'est pas leur problème et ils sont plutôt bienveillants là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas faire de jeunisme non plus sur Twitch. Ok, bon message. Et en termes de matériel, du côté de l'Ouest de France, vous avez quoi comme… On a la même solution de réalisation et puis autrement, les webcams de chacun. On a la chance, le Covid nous a aidé à nous lancer sur Twitch parce qu'aujourd'hui, demander à des gens de participer, notamment des journalistes, il suffit de leur envoyer le lien, ils se retrouvent en direct. Et puis derrière, s'ils ont un beau fond, c'est super. S'ils ont une pièce toute délabrée, ben voilà, c'est le principe de Twitch, c'est qu'on est chez soi et on est au bureau, on est où on veut. Mais c'est le contenu qui intéresse plus que l'habillage. On ne fait pas de télé, on n'est pas dans des. Nous, on ne s'est pas mis dans un studio avec un fond vert à dérouler des images. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut lancer des images ou des choses comme ça. Mais attention, c'est très codifié aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des musiques sur Twitch, des musiques libres les musiques libres de droit, mais autrement, les musiques, elles sont interdites. Vous pouvez pas faire. Par contre, vous pouvez avoir de la musique. Et nous, on va avoir un groupe qui fait des reprises de musique qui s'appelle, alors je connais pas, le Neko Light Orchestra, je sais pas qui c'est, mais il paraît que ils sont très connus. Voilà, donc et on a déjà un groupe de musique plutôt très connu qui sera dans notre émission du 23 avril. Et je pense que ces gens-là prendront à un moment une guitare, etc., pour vous jouer quelques morceaux. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose, on est dans une ambiance, en fait. D'accord. Paul, ta prochaine actu
c'est de la musique, non? C'est pas de la musique du tout. Non, alors ça va paraître un peu bizarre. On va parler de la mort avec une youtubeuse. Alors, c'est aussi ça, c'est intéressant parce qu'on fait deux produits. On s'est lancé à peu près au même moment entre WestFrance et Telegram. On fait deux produits qui sont complètement différents. Nous, on essaye d'avoir des invités qui sont vraiment bretons. Et donc, en l'occurrence, celle-ci est une youtubeuse qui est thanatologue et qui est originaire du Pays Bigoudin. Voilà, exactement ce dont on va parler mardi prochain. Donc, voilà les différentes expériences qu'on peut évoquer aujourd'hui. Ça ne fait que commencer, en fait, l'aventure Twitch, même si Twitch n'est pas tout jeune, mais il y a encore quelques années d'ancienneté, mais il y a encore beaucoup d'années devant et on peut imaginer beaucoup de propositions, puisque, en fait, on voit bien que l'outil, il est très simple et facile à manier. On appuie sur le bouton et puis on y va, quoi. C'est un petit peu plus complexe quand même. Mais si on veut vraiment faire les choses bien, effectivement, on peut le faire sous cette forme-là. Mais si on veut faire des émissions avec des invités, etc., ce qui est compliqué, c'est la gestion animation, prise du chat. C'est-à-dire que si vous avez des commentaires, etc., il faut quand même les lire, les sélectionner. Donc, il faut une gymnastique intellectuelle, et notamment, c'est ce qui fait la force de Samuel Etienne, c'est qu'il est capable de jongler, de regarder. Et vous avez vu comment il fonctionne pour ceux qui ont vu, c'est qu'il déroule, il lit et en même temps, il parle. C'est-à-dire qu'il prend son café et que quelque part, il n'a pas ce souci de la caméra, si vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, cette technique-là, nous, si on n'avait pas eu des gens qui connaissent un peu Twitch et notamment l'animateur, on aurait quand même cherché quelqu'un qui s'y connaît un peu parce que se retrouver avec sa caméra tout seul face à un public, ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre du crash industriel et c'est pas terrible quand même en termes d'image. Et donc, on va vous remercier à tous et à toutes d'avoir participé à ce rendez-vous. Il y a un côté un peu formel, un peu format émission. Vous dites au revoir quand même. Vous avez le droit de dire ça. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à vous tous. Et puis, on se retrouve pour d'autres rendez-vous, d'autres rencontres avec le Club de la Presse sur d'autres thématiques. Et on aura l'occasion de le faire sur Twitch ou ailleurs. De toute façon, on vous suit de près. Soyez-en certains. Merci beaucoup. Merci, ça donne envie de faire notre métier de façon plus libérée, hein, Olivier. C'est vraiment super. Moi, j'en rêvais. Bah voilà, apparemment, il faut que j'y aille. Ah oui, il faut y aller. À bientôt, Valérie. À bientôt. Merci de l'accueil. Merci à vous tous. Et merci à tous. Bonne soirée.